et à tous. Donc, nous sommes heureux d'être ici ce soir pour partager avec vous quelques réflexions sur la drépanocytose. Cette présentation est faite par l'équipe de médecins drépanocytologues du centre hospitalier de Gonesse. Je vais parler de Dr Maïssa Sarakbi. Je peux te lever, s'il te plaît. Dr Mohamed Lamine Souma. Et moi-même, Michel Benemou. Dr Sarakbi et moi, nous nous occupons de la drépanocytose des enfants. Et Dr Souma s'occupe de la drépanocytose chez l'adulte, à Gonesse. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la drépanocytose, un handicap invisible. Effectivement, comme la plupart des maladies, il y a des signes visibles et des signes invisibles. Et dans certaines maladies, la plupart des signes sont complètement invisibles. En tout cas, en dehors des crises, par exemple, comme quelqu'un qui a une épilepsie, tant qu'elle n'est pas en train de faire une convulsion, on ne peut pas savoir qu'elle est épileptique. Dans la drépanocytose, il y a également des signes invisibles et des signes visibles. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces signes invisibles peuvent créer, disons, des problèmes de comportement chez certains drépanocytaires. Donc, en gros, un handicap invisible, c'est un handicap qui n'est pas immédiatement perceptible à l'œil nu, ou bien qui est ignoré par les institutions, parce que c'est les deux volets. Soit la société ne perçoit pas tout de suite en voyant l'individu, ou les institutions, à savoir l'État et le gouvernement, font semblant que cette maladie n'existe pas. Et le rôle des associations, c'est de se battre pour rendre la maladie visible. Donc vous savez, en général, certains troubles sensoriels, comme le fait d'être sourd ou le fait d'être malvoyant, pas forcément aveugle, mais malvoyant, c'est un trouble qui n'est pas toujours visible par les autres. Certaines maladies psychiques ou psychiatriques, le diabète, l'épilepsie, les cancers, toutes ces maladies, parfois, peuvent être invisibles, comme la drépanocytose. Parce que comme on l'a dit ce matin, il y a plusieurs formes de drépanocytose. Il y a des personnes qui sont tout le temps hospitalisées parce que leur forme est très sévère. Et il y a d'autres qui ne sont jamais hospitalisées, à tel point que la famille met en doute le diagnostic. Vous avez dit que un membre de ma famille est drépanocytaire, mais elle n'est jamais hospitalisée. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Quelqu'un l'a dit ce matin. Donc c'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Donc en France, à peu près, il y a 80% de handicaps invisibles, c'est-à-dire des maladies qui ne sautent pas aux yeux tout de suite en voyant la personne. 80% des handicaps sont invisibles. Et parmi ces 80%, il y a à peu près 18% d'entre eux qui sont sans emploi à cause de ce handicap qui reste pourtant invisible. Et ces difficultés présentées par ces malades ne sont pas toujours reconnues ou comprises déjà dans la famille, mais aussi dans le milieu professionnel. Et parfois, la personne même n'arrive pas à faire le lien entre ce qui lui arrive dans la vie et sa maladie.
Désolé. Et ces situations peuvent entraîner des incompréhensions ou parfois des jugements hâtifs. Quand une personne est dans un lieu de travail et qu'on le voit qui se fatigue rapidement ou qui ne peut pas faire certains types de travaux, avec empressement, les collègues peuvent le qualifier de paresseux ou de quelqu'un qui est mal organisé, alors qu'en réalité, il souffre intérieurement. Mais tant que la personne n'ouvre pas la bouche pour en parler, personne ne peut comprendre. Et ça peut créer des incompréhensions et donc des jugements hâtifs. Et il y a certaines personnes qui, malheureusement, choisissent de ne pas du tout parler de la maladie et ils s'enferment dans la solitude et l'isolement. Et parfois même, ils peuvent perdre leur emploi. Donc, nous allons parler un peu de tous les éléments qui constituent donc ce handicap invisible. Il y a les éléments physiques et les éléments psychiques. Les éléments physiques, c'est les douleurs chroniques. La drépanocytose entraîne des modifications au niveau des os et au niveau des organes. Quelqu'un qui a un tassement vertébral, c'est-à-dire des vertèbres qui sont déformées, il va avoir des douleurs chroniques. Ce n'est pas des douleurs aiguës qui font qu'on va l'hospitaliser, mais la personne est toujours avec ses douleurs chroniques. Et ses études et son travail, s'il a l'âge de travailler, peuvent s'en ressentir. Les gens ne se rendent pas compte qu'il a cette douleur chronique. Ils ne voient que, ils ne voient que le fait qu'il ne peut pas travailler comme tout le monde et on va le taxer, comme je le disais, de paresseux. Il y a aussi la fatigue permanente due à l'anémie, c'est-à-dire son taux d'hémoglobine qui est bas, la personne va être toujours très fatiguée. Et ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Il y a également les complications au niveau des différents organes. Quelqu'un qui a, comment on appelle, une hypertension ou bien qui a au niveau des poumons et du cœur, ce qu'on appelle une HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, due à sa maladie. Également, il peut être souvent essoufflé. Et tant qu'il n'en parle pas, les gens ne peuvent pas le comprendre. Maintenant, les éléments psychiques, c'est-à-dire au niveau de l'esprit. Il y a l'anxiété. Cette maladie que les gens ne connaissent pas très bien, et même les malades eux-mêmes, ça crée de l'anxiété chez eux. Et parfois même, ils ont une peur, ils peuvent avoir, quand ils sont jeunes, une peur permanente de la mort. Malheureusement, on est obligé d'en parler, mais chez certaines personnes, c'est comme ça. Ça les bloque dans beaucoup de choses. Il y a la mauvaise estime de soi. On se dit, en fait, on ne va jamais m'accepter parce que je ne suis bon à rien. Cette souffrance-là, on l'a en soi. Et ça peut entraîner aussi la dépression. On voit tout en noir. Il y a également la peur de l'avenir. Est-ce que déjà je vais vivre longtemps? Et même si je vis longtemps, de quoi suis-je capable? Est-ce que je peux travailler comme les autres? Également la peur d'être jugé. Ça, je n'insiste pas, on en a suffisamment parlé. Il y a aussi certains enfants qui ont de la culpabilité. Ils se disent, je fais souffrir ma famille. Tout le monde ne s'occupe que de moi. Mes parents ne s'occupent plus des autres enfants de la famille. Et ils ont cette culpabilité en eux. Ou au contraire, il y en a qui se rebellent. Et intérieurement, ils accusent, sans parfois le dire, hein, mais ils se disent qu'on leur a passé donc, cette hérédité qui concerne la maladie.
Voilà. Et il y a enfin le fait que les drépanocytaires, du fait donc de la composition de leur corps, ils ont souvent ce qu'on appelle l'énurésie, c'est-à-dire qu'ils font pipi au lit, même n'étant plus tout petits. Ça, c'est une composante de la maladie. Et tout ça, ce sont des handicaps qu'on ne peut pas voir. Tant que la personne n'en parle pas, on ne peut pas le savoir. Et ça peut aussi la bloquer pour voyager, pour aller avec d'autres personnes, se retrouver dans un groupe de jeunes. Voilà, ce sont des handicaps invisibles. Alors, les conséquences possibles de ce handicap invisible, c'est d'abord la discrimination. Parce que tant qu'il n'y a pas de dialogue, tant qu'il n'y a pas d'explication, on va essayer de mettre cette personne-là à l'écart. Donc, s'en suivra la marginalisation sociale, le rejet, et finalement, la personne se retrouve seule. Diapo suivante. Alors, face à ce handicap et face aux conséquences, les personnes peuvent avoir des attitudes différentes. Il y a d'abord la discrétion. Il y a beaucoup qui choisissent de ne pas révéler leur handicap et de rester silencieuses, justement pour éviter d'être stigmatisés et d'être jugés. Ils se taisent et ils font comme tout le monde. Il y a certains ados qui ont des troubles du comportement à type d'opposition ou parfois de l'addiction, comme c'est le terme de cette association. Il y a également la résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter les défis. Et ils font tout pour faire comme tout le monde, même si cela leur coûte cher, physiquement et psychologiquement. Mais ils ne veulent pas qu'on les traite comme des personnes différentes ou même inférieures. C'est bien d'être résilient, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre santé. Certaines personnes aussi, se sentant incomprises ou minimisées, sont poussées à s'isoler, comme je l'ai dit. Et enfin, le groupe qui choisit d'être positif, c'est le groupe qui préfère parler ouvertement de leur handicap. On en a beaucoup parlé ce matin, il y a eu des témoignages, des gens qui ont choisi de parler ouvertement de leur maladie pour pouvoir sensibiliser leur entourage, qu'il s'agit de l'entourage familial élargi ou de l'entourage professionnel. Et ceci permet de promouvoir l'inclusion. C'est-à-dire que les intéressés donc, vont entrer dans la société et être bien accueillis et faire leur vie comme tout le monde. Donc les solutions, il y en a quelques-unes qu'on va vous proposer, on va échanger peut-être avec vous. Il y a la sensibilisation et l'éducation. Donc, informer le public sur les handicaps invisibles pour réduire les préjugés et favoriser une meilleure compréhension. Ça, c'est le rôle des associations dédiées à la drépanocytose. Et on les encourage vivement. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et celle qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement dynamique. Il y a également la reconnaissance officielle du handicap par les institutions, par l'État. Il y a des démarches à faire, comme par exemple la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. J'aimerais bien que les familles de drépanocytaires acceptent le mot handicapé. On ne le dit pas pour les minimiser, mais c'est comme ça dans le vocabulaire de l'État. Quand on accepte effectivement ce qualificatif,
il y a des avantages et des accompagnements qui vont avec. Ce n'est pas honteux de dire qu'on a une maladie handicapante. Et donc, la maison départementale des personnes handicapées, il y en a dans tous les départements, donc elle se charge de reconnaître donc, la qualité de travailleur handicapé afin de faire des aménagements pour ces personnes-là. Et également de donner des allocations pour les personnes ou les accompagnants de ces personnes handicapées. Il y a également le soutien psychologique et social. Le psychologue était là ce matin et comme il a dit, son rôle donc c'est d'accompagner les malades et leurs familles pour aider ces personnes à surmonter les défis émotionnels, c'est-à-dire à leur propre niveau et également au sein de la société. Des aménagements peuvent être également proposés comme des horaires flexibles ou des outils spécifiques de travail ou même des types de travail, des types d'emploi spécialement pour les personnes drépanocytaires pour faciliter donc la vie quotidienne et professionnelle. Donc, en conclusion, la drépanocytose est caractérisée effectivement par beaucoup de signes invisibles qu'il est bon de comprendre, de connaître d'abord par les malades eux-mêmes et aussi par leur entourage et leurs collègues ou futurs collègues. Et on est aujourd'hui dans une journée où il faut promouvoir ce qui est positif. Donc, c'est pour dire que les conséquences néfastes de ce handicap